Bonjour, et puis merci au comité de rédaction du Flyer de me donner la parole et me donner donc la possibilité de vous présenter effectivement l'article de Philippe Poulain, qui est anesthésiste à Tarbes et qui a effectivement présenté un certain nombre de réflexions à partir d'une revue de la bibliographie sur cette question d'actualité, et à mon avis il y en a pour un moment, de la douleur chez les usagers de drogue et de l'association douleur, prise en charge de la douleur et traitement de substitution aux opiacés. Alors, j'ai effectivement le plaisir de présenter cet article et on m'a demandé, le comité de rédaction m'a demandé d'ailleurs de le co-signer et dans la mesure où j'étais effectivement d'accord à 100% avec ce qui était écrit, j'ai accepté effectivement de le co-signer et je vais vous en présenter donc les principales lignes en donnant y compris les références bibliographiques que vous pourrez retrouver et qui me paraissent importantes. Alors, première diapositive. Ah oui, c'est à moi de... D'accord. Je pensais qu'on allait m'aider, mais il faut tout faire tout seul ici. Alors, donc voilà. Donc ça, c'est vous avez en photo donc Philippe Poulain qui n'est pas ici, qui n'est pas présent, mais qui est avec nous dans l'esprit. Voilà. Et donc la question posée, c'est effectivement le risque addictogène des opioïdes prescrits à visée analgésique. Aujourd'hui, c'est un phénomène croissant puisque le nombre de molécules prescrites augmente. Bon, on connaissait bien déjà depuis quelques années les problèmes d'abus et de dépendance liés au tramadol et à la morphine. Moi, je me souviens, ça remonte déjà à quelques années. J'avais publié dans la... à l'époque, il y avait encore les annales de médecine interne. J'avais publié le premier cas, c'est en 98, de dépendance au tramadol, puisqu'il était prescrit à l'époque, et il est toujours d'ailleurs largué à main nue par les dentistes, les rhumatologues, les médecins généralistes. Et on a découvert comme ça qu'il y a des cas de dépendance qui se sont développés. La morphine, on connaissait depuis longtemps. Et maintenant, depuis quelques années, de nouvelles molécules sont apparues. On va parler donc du fentanyl, il y a l'oxycodone également. Et c'est vrai qu'on est confronté maintenant à des patients qui n'ont pas de passé addictif par rapport aux drogues illicites. Il y avait un débat sur le sujet tout à l'heure, passionné, comme à l'habitude. Donc, c'est des gens qui n'ont pas du tout de passé de consommation d'héroïne, ni d'ailleurs d'autres produits illicites, mais qui sont devenus dépendants aux opiacés par le biais d'une prescription médicale. Ce sont donc des cas de pharmacodépendance induite. La suivante. Alors, on a maintenant de plus en plus d'observations qui sont faites au fil des années. Notamment, on va le voir tout à l'heure avec le fentanyl. Il y avait assez peu, jusqu'à maintenant, il y avait assez peu d'observations concernant la codéine et la morphine, alors qu'on connaît tous énormément de patients qui ont développé effectivement des dépendances à l'efferalgan codéiné, d'afalgan codéiné, au tramadol, mais il y avait assez peu d'observations et on observe un regain donc, de description, d'observation avec les médicaments qui sont un peu plus en vogue. Alors, il y a l'oxycodone, donc vous savez, qui est disponible en France. C'est aujourd'hui le premier pourvoyeur d'overdose et d'abus aux États-Unis. Il y a, c'est bien connu, les médias l'ont largement repris, l'hydrocodone aux États-Unis. Donc c'est une molécule qui n'est pas disponible en France. Donc c'est le fameux cachet que prend le Dr House dans la série. Bon, il y a également une autre série qui fait état de ce genre de pratique. Alors l'hydrocodone, pour éviter les confusions, n'a rien à voir, et en tout cas distincte comme médicament du dicodin. Donc ce n'est pas de la dihydrocodéine, c'est de la dihydrocodéinone. Donc en fait c'est un opiacé semi-synthétique qui est issu de 2 opiacés naturels, donc qui n'est pas encore commercialisé en France, mais qui le sera peut-être dans quelques années, et qui est à l'origine donc un certain nombre de cas d'overdose et d'abus aux États-Unis. Et puis il y a le fentanyl transmuqueux, donc on a en France, vous le savez, et qui effectivement est utilisé en allergologie
et qui peut être à l'origine d'un certain nombre de comportements addictifs, même si là aussi, il ne faut pas généraliser. Tous les patients qui prennent les bâtonnets lactiques ne sont pas tous devenus dépendants. Il ne faudrait pas non plus avoir la fâcheuse tendance qu'on a en France, soit de ne pas parler d'un sujet, soit d'exagérer complètement dans l'autre sens. Tout le monde n'est pas dépendant, mais il y a un certain nombre de cas, effectivement, et de situations où les personnes sont devenues dépendantes et ont comme ça une compulsion à utiliser ce produit, qu'il se trouve sous la forme donc, de bâtonnets comme ça, avec une action transmuqueuse. Donc vous savez, ce sont des bâtonnets qu'on peut frotter contre la gencive ou frotter contre la muqueuse jugale, donc qui ont une action très rapide, de l'ordre de quelques minutes, et qui peuvent entraîner effectivement, si le geste est répété tout au long de la journée, un certain nombre de comportements d'addiction. Et pour la même molécule, il y a la forme, donc avec l'instanil, la forme spray nasale, qui peut conduire au même problème de dépendance. Alors, diapo suivante, sur le fentanyl, donc vous voyez que là, c'est la rapidité d'action que cette diapo voulait mettre en avant, avec peut-être un potentiel addictif plus élevé, parce que vous avez effectivement une rapidité d'action très importante, puisqu'elle est de l'ordre de quelques minutes, j'en parle à l'instant, versus une heure, pratiquement une heure pour la morphine orale. Donc on voit là qu'on n'est pas du tout dans le même schéma. Et normalement, dans l'AMM, pour le fentanyl, il n'est pas autorisé de prescrire le fentanyl seul. Le fentanyl doit être associé à un traitement de fond morphinique, type sulfate de morphine par exemple, mais ne doit pas être prescrit seul. Voilà, donc c'est une limitation qui existe, qu'il faut connaître, qui n'empêche pas un certain nombre de comportements, mais qu'il faut connaître au moins en tant que réglementation. Alors, la question qui se pose, c'est effectivement, c'est toujours pareil, c'est l'histoire du bénéfice-risque. C'est un médicament qui, effectivement, est intéressant pour permettre au patient de contrôler sa douleur, d'être coacteur dans le schéma thérapeutique, dans la prise en charge. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que la douleur, c'est quand même une expérience sensorielle qui est très, très négative, très désagréable, qui est vécue de manière très, très individuelle. Il n'y a pas deux personnes, deux situations qui se ressemblent. Et à chaque fois, on l'évoquait ce matin, mais c'est du cas par cas. Donc c'est comme en addictologie, c'est vraiment du sur-mesure. Il n'y a pas un protocole qu'on va appliquer à deux patients de manière égale. Et donc à chaque fois, il faut chercher la réponse qui convient au patient. Et c'est le patient qui dira effectivement si cette solution-là lui convient et lui permet d'être soulagé le jour et la nuit. Donc il y a un risque addictogène, c'est vrai, et en même temps, c'est quand même un progrès important dans le domaine de la prise en charge de la douleur. Donc on va être obligé de manier ces deux aspects qui sont contradictoires, mais qui font partie de la pratique médicale. Alors, les autorités ont essayé d'alerter quand même sur le risque addictif du fentanyl. Il y a eu plusieurs mises au point qui ont été faites, celle de la NSM en 2013, l'HS en 2014, la SFETD en 2011, donc qui effectivement mettent en avant l'intérêt de ces médicaments, mais également le risque de mésusage, puisque les cas de mésusage et de dépendance sont colligés. La NSM, donc les colliges, via les centres d'évaluation et d'information sur les pharmacodépendances, et donc suit donc les cas de dépendance et d'abus de près. Donc on n'est pas non plus dans des proportions, je dirais, astronomiques, mais on est quand même dans un cadre d'augmentation qui appelle donc de notre part une vigilance, mais en même temps une capacité de s'adapter à la clinique, puisqu'on a affaire à des situations complexes qui mêlent à la fois la douleur et une situation de dépendance aux opiacés. Donc, le premier aspect que je vais aborder, c'est celle effectivement de l'importance de la problématique, de ses conséquences. On verra que la prise en charge de ce problème n'est pas simple parce qu'il faut, pour le faire, surmonter un certain nombre d'idées reçues qui sont quand même tenaces dans la population d'abord, mais également dans la tête des soignants.
Et puis, on verra qu'il y a des stratégies spécifiques qui peuvent être proposées aux patients sous traitement de substitution aux opiacés, en distinguant les deux gros traitements de substitution qu'on a à notre disposition, la buprenorphine au dosage et la méthadone. Alors, première question, c'est donc ça c'est ce que je viens de vous dire, c'est sur l'aspect effectivement du phénomène, de l'ampleur du phénomène. Donc la douleur chez le patient dépendant des opiacés, c'est quelque chose qui est fréquent et qui est même plus fréquent que dans la population générale. Donc il y a donc, des études qui le montrent. Pour la population générale, il y a une étude menée en 98 qui montrait qu'il y avait à peu près un pourcentage de 22% de personnes qui se plaignaient donc, de phénomènes douloureux. Donc c'est une prévalence comme ça dans la population générale. Et si on regarde donc, des files-actives de patients sous méthadone, on voit donc, dans l'étude Jamison en 2000 sur un effectif de 248 patients sous méthadone, un taux quand même de 64% de patients pour... alors en fait, la diapo dit douleur chronique, mais en fait c'est phénomène douloureux. Parce que, on verra, on différencie douleur aiguë et douleur chronique. La douleur aiguë, c'est un phénomène douloureux qui n'excède pas 3 mois. La douleur chronique, c'est au-delà. Donc 64%, c'est globalement. Et donc, vous voyez qu'on est bien au-delà des 22%. Et puis, dans la série de Rosenblum, donc publiée en 2003, donc sur un effectif de 921 patients sous méthadone, là, on avait 37% de patients qui se plaignaient de douleurs chroniques sévères. Alors, vous savez que les douleurs sévères, ça renvoie à la cotation de la douleur selon l'échelle visuelle analogique. Donc, vous savez que c'est donc une échelle qui cote la douleur de 0 à 10. Maintenant, c'est quelque chose de bien utilisé dans les hôpitaux, à la fois aux urgences, dans les services cliniques. Les infirmières, notamment, maîtrisent bien cet outil. Et quand on parle de douleur sévère, ça signifie que la douleur est cotée au moins à 7. Donc, c'est pour les douleurs, vous voyez, importantes, qui sont supérieures ou égales à 7. Donc on voit là qu'effectivement, on a affaire à un phénomène qui est fréquent, qui semble plutôt en augmentation et qui a donc une particularité clinique chez les patients dépendants des opiacés. Alors, spécificité, voilà. La spécificité chez les usagers de drogue, c'est que, effectivement, ça vous le savez en pratique, les usagers de drogue, sous substitution ou pas d'ailleurs, ont quand même un certain nombre de raisons d'avoir des douleurs physiques. Bon, vous avez déjà tous les héroïnomanes qui ont une dentition déplorable avec beaucoup de problèmes dentaires qui les font souffrir. Il y a toutes les pathologies infectieuses à la clé qui peuvent effectivement être à l'origine de douleurs. Abcès, infections cutanées ou muqueuses diverses. Il y a les traumatismes, parce qu'on a quand même bon nombre de patients qui ont fait la malheureuse expérience d'accidents de la voie publique, qui se sont retrouvés avec des fractures diverses, souvent des polytraumatismes. Donc tout ça, évidemment, c'est à l'origine de douleurs aiguës. Et puis, il y a évidemment les troubles psychiatriques, puisque la comorbidité psychiatrique de nos patients n'est plus à redire ni à réexpliquer. Elle est à l'origine, évidemment, d'un phénomène douloureux où se conjugue à la fois la douleur physique et la douleur morale. Donc tout ça fait qu'effectivement, le phénomène est important chez les usagers de drogue. Et alors, il y a un autre phénomène, lui, plus pharmacologique, qui a été décrit, alors notamment par Compton en 2000, mais qui a été bien décrit aussi par l'équipe de Victory Vigneault. Alors, c'est une publication dans le journal Analgésie, qui a été faite en 2012. Alors, c'est une publication remarquable. Moi, je vous conseille de la lire in extenso, puisque peut-être que des membres de l'équipe sont dans la salle. C'est une rédaction collective. Et c'est assez peu fréquent en addictologie, qui est le fait à la fois d'une partie de l'équipe du CUIP, mais également du service d'anesthésie de Nantes et d'addictologie. Donc c'est assez rare quand même que ces gens-là travaillent ensemble. Et donc ils ont fait une publication commune pour décrire effectivement, comme Compton, qu'il y avait un phénomène d'hyperalgésie induite par les opioïdes, qui était à prendre en compte en tant que tel. Et en fait, il se traduit par le fait que le fait de donner des opioïdes à un patient, bien finalement, au bout d'un certain temps, l'exposition à ces opioïdes
va entraîner une augmentation du phénomène douloureux. Alors c'est quelque chose qui était connu avec la morphine depuis le 19e siècle. Il y avait une étude publiée par Althus en 1870 qui montrait que quand on augmentait les doses de morphine au long cours, finalement, la morphine augmentait la douleur qu'elle était censée soigner. Donc on avait déjà repéré ce phénomène contradictoire et il s'est trouvé confirmé donc, par ces études plus récentes donc, qui peuvent se traduire et s'expliquer d'un point de vue pharmacologique par finalement une sensibilisation de la nociception et qui entraîne finalement une augmentation du phénomène douloureux chez des patients qui sont sous opioïdes et chez qui on augmente les opioïdes. Donc même si ce n'est pas vrai pour tous les patients, il faut intégrer ce phénomène pharmacologique dans la stratégie de prise en charge. Et ce phénomène est à distinguer de celui de la tolérance, puisque ça, en tant qu'addictologue, on connaît bien. Il y a évidemment, au fil du temps, une tolérance pharmacologique aux opiacés qui s'installe. Donc c'est cet épuisement de l'effet thérapeutique pour une même dose de morphine, pour prendre la morphine comme référent opioïde, et qui va obliger à augmenter les doses au fil du temps. Mais ce phénomène, évidemment, existe. Il complique aussi le problème, mais il est à distinguer du phénomène d'hyperalgésie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, tout ça nous amène effectivement à réfléchir un peu à la prise en charge du patient sous traitement de substitution qui présente des phénomènes douloureux. Alors, c'est un phénomène, donc je le disais, fréquent, qui peut avoir des conséquences majeures. Alors, soit effectivement en termes de reconsommation, parce qu'un patient qui souffre, évidemment, va essayer d'utiliser tous les moyens dont il dispose pour se soulager. Donc, il va essayer de consommer de l'alcool, des stupéfiants, des stimulants, d'autres substances illicites, des opiacés, éventuellement des opiacés prescrits. Donc, ça peut être à l'origine d'un certain nombre d'abus de produits. Mais surtout, si ce patient sous substitution le laisse souffrir, il risque de prendre la poudre d'escampette et de nous échapper. Donc il y a un certain nombre de ruptures de suivi à la clé qui risquent d'intervenir. Et vous voyez, la publication de Compton montre qu'il y a un risque d'arrêt prématuré qui est multiplié par 3, avec les conséquences graves que vous pouvez imaginer de patients dépendants qui se retrouvent dans la nature. Et il y a également un impact pour la société, puisque, en général, ce type de patient reste plus longtemps hospitalisé, ce qui entraîne évidemment une augmentation des coûts, mais peut entraîner aussi, si la douleur aiguë est mal prise en charge, un passage vers la chronicité et tout un tas de souffrances qui sont évitables pour le patient. Donc là, vous avez 2 publications donc qui sont citées dans l'article, dans le journal américain Société de la douleur, et l'article de Savage en 2008. Et donc, toute la question, avant d'en venir à la stratégie qu'on peut proposer aux patients, ça va être d'essayer de lever quand même un certain nombre d'obstacles, notamment les obstacles qui sont liés aux préjugés. Alors, c'est pas moi qui en parle comme ça, ex abrupto. Il y a eu une publication en février 2015 dans le journal Medscape qui énumère un certain nombre d'idées reçues. Et pour être précis, il énumère en fait 4 idées reçues souvent retrouvées. La première, c'est que comme le patient est déjà sous opioïdes à visée de substitution, finalement, il n'a pas besoin d'antalgiques ni d'opioïdes pour la douleur, puisqu'il a déjà ce qu'il faut. Or, cette idée reçue, on peut lui tordre le cou par la pharmacologie, qui ne nous aide pas toujours, mais cette fois peut nous être très utile, et qui montre que finalement, le traitement de substitution opiacée, qu'il s'agisse de la buprenorphine au dosage ou la méthadone, a effectivement un rôle antalgique. Il y a une action analgésique certaine, mais qui est limitée dans le temps. Alors vous le savez, la durée d'action à visée substitutive, elle est de 24 heures, et c'est ce qu'on recherche d'ailleurs dans la substitution opiacée, mais pour la partie analgésique, on a une durée d'action qui n'est que de 4 à 8 heures. Et souvent d'ailleurs, c'est plus autour de 4 heures que de 8 heures. Donc là, l'idée que le patient a ce qu'il faut, qu'il a besoin de rien d'autre, s'avère fausse, puisque, a priori, la pharmacologie nous dit qu'à partir de 4 heures ou 8 heures, le patient va effectivement souffrir, quelle que soit d'ailleurs l'origine et l'étiologie de la douleur. Donc la monoprise d'un médicament de substitution ne suffit pas à soulager la douleur physique d'un patient
qui se plaint de ce symptôme. Deuxième idée reçue, ce serait que finalement, si on donne des opioïdes à un patient qui est déjà sous traitement de substitution opiacée, bien finalement, on risque d'augmenter les rechutes puisqu'on va aller chatouiller un peu ses récepteurs opiacés et lui donner envie de consommer des produits à l'extérieur. Bien, finalement, cette idée s'avère être aussi une idée fausse puisqu'il n'y a pas d'abord de publication qui étaye ce propos. Et deuxièmement, il y a plutôt des publications qui vont dans l'autre sens et qui montrent que s'il y a une absence de prise en charge de la douleur ou une prise en charge insuffisante, le risque de rechute opiacée est multiplié par 2,3. Et je vous renvoie à l'article de Boone qui avait été publié dans le flyer numéro 58. Donc là, idée fausse qu'on peut aussi rejeter et combattre assez facilement. Troisième idée reçue, c'est celle qui, selon laquelle il pourrait y avoir une contre-indication à associer opioïdes et médicaments de substitution aux opiacés en raison des risques de dépression respiratoire. Et vous le savez, il y a maintenant un système de recueil des données, et notamment des décès liés aux médicaments de substitution opiacés, qui se fait chaque année. Celle où les chiffres étaient le plus élevés, c'est les fameux chiffres DRAM, dont le flyer a parlé dans différents numéros. Et donc, l'année où c'était le plus élevé, c'est en 2012. Il semble qu'en 2013, c'était un petit peu plus bas. On avait quand même 140 décès où la méthadone était, imputable, ou pouvait être imputée. 47 liés à la buprenorphine au dosage, et je crois de tête qu'il y en avait 39 liés à l'héroïne et 36 liés aux médicaments opiacés comme la morphine, le fentanyl et le tramadol. Donc vous voyez une mortalité qui n'est pas négligeable. Donc il faut qu'effectivement nous on ait ça en tête dans la clinique, mais en cas de coprescription dans la douleur, finalement le risque d'overdose est faible à condition qu'il n'y ait pas d'abus. Donc si les choses sont bien encadrées médicalement, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce risque, et donc il ne faut pas que ça nous paralyse au niveau de la prise en charge médicale. Et donc, d'un point de vue strictement médicamenteux, vous le savez, il n'y a pas du tout de contre-indication à associer opioïdes de courte durée d'action et méthadone. En revanche, vous savez qu'il y a une contre-indication pharmacologique à associer buprenorphine au dosage, du fait de l'effet antagoniste et opioïdes. Donc là, on verra tout à l'heure, il y a une stratégie à adapter concernant la buprenorphine au dosage. Quatrième idée reçue, vous l'avez sous les yeux, c'est celle, toujours pareil, avec le patient usagé de drogue, du risque de manipulation. Finalement, le patient, s'il exprime des plaintes douloureuses, c'est pas parce qu'il souffre vraiment, mais c'est parce qu'il est en train de manipuler pour essayer d'obtenir plus d'opioïdes. Bon, donc là, c'est vraiment une position idéologique qu'on ne devrait pas avoir en tant que soignant, puisque on doit quand même entendre les symptômes et la parole du patient, quel que soit, je dirais, le contexte social et la personnalité. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on n'entende pas. Et le risque, si on ne l'entend pas, c'est qu'il y ait une prise en charge insuffisante de la douleur et que ça entraîne de l'anxiété, que ça entraîne de la souffrance, avec les risques de rupture de suivi dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont quand même multipliés par 3 si on n'a pas de prise en charge de la douleur. Voilà. On peut donc finalement dire que ces 4 idées reçues ne sont pas justifiées, et d'un point de vue scientifique et d'un point de vue éthique. Et donc, si on fait correctement son boulot de médecin, d'infirmière, de sage-femme, de professionnel de la santé, ces 4 idées reçues ne devraient pas nous empêcher de prendre en charge de manière correcte la douleur chez le patient dépendant des opiacés. Alors, ça nous amène effectivement à quelle prise en charge on peut proposer. Donc là, je vous renvoie, parce que l'article est vraiment très complet, à l'article de l'équipe de Victory Vigneault, qui propose donc une stratégie différenciée selon le traitement de substitution pris et selon la situation, avec l'objectif quand même de respecter des principes et de recommandations qui sont toujours vrais dans la douleur. C'est que c'est pas parce qu'on a affaire à un patient sous méthadone ou sous buprenorphine au dosage
qu'il ne faut pas traiter la douleur comme on a l'habitude de le faire pour un patient qui ne serait pas dépendant de ces produits. Et donc, ça veut dire qu'il faut évaluer la douleur chez ce patient avec les outils qui sont validés. Alors, je parlais de l'échelle visuelle analogique, mais il peut y avoir d'autres outils, mais il faut le faire. Ce n'est pas parce que c'est un patient toxicomane que tout d'un coup, il faudrait faire les choses de manière, je dirais, folklorique ou non scientifique. Deuxième idée, c'est qu'il faut rechercher l'étiologie de la douleur. Ça, c'est très important parce qu'il faut être capable de différencier si on a affaire à une douleur neuropathique ou s'il s'agit d'une douleur nociceptive. Parce que vous le savez, le traitement de la douleur neuropathique qui n'a pas d'horaire fait souvent appel à des médicaments comme les antiépileptiques, comme les antidépresseurs, et donc à une prise en charge spécifique. Et on le verra, la méthadone peut avoir sa place dans la douleur neuropathique, puisqu'il y a une action pharmacologique concernant la méthadone, inhibitrice du récepteur NMDA, qui est impliqué dans les douleurs neurogènes et qui peut, pour certains patients, parce qu'évidemment, ce n'est pas le cas de tous, avoir son rôle. Donc, est-ce que c'est une douleur neuropathique ou nociceptive ? Le principe de base aussi, c'est qu'on maintient le traitement de substitution aux opiacés, et on va voir comment on prend en charge la douleur en fonction de son étiologie et de ses caractéristiques. Quatrième principe, c'est qu'on va essayer d'utiliser d'abord des antalgiques de palier 1 et y compris des alternatives pharmacologiques. On peut donner autre chose que des médicaments. Hein. Si l'acupuncture et la relaxation font de l'effet, il n'y a pas de raison de ne pas y avoir recours. On va essayer d'éviter, ça par contre c'est un principe de base, l'association à des antalgiques de palier 2, parce que ça c'est vrai qu'avec la méthadone et la buprenorphine au dosage, c'est pas indiqué, donc il faut essayer d'éviter cette association. Et enfin, on va essayer de préférer la voie orale si on propose un opioïde de palier 3, en sachant qu'il peut y avoir des situations où on aura besoin de la voie parentérale, soit la morphine sous-cutanée ou la pompe à morphine. Et on va voir maintenant que finalement la stratégie est à différencier selon la situation. Alors, concernant la buprenorphine au dosage, l'ANSM donc, a fait une déclaration, un communiqué spécifique sur ce sujet. Et donc finalement, ce qui est proposé pour un patient sous buprenorphine au dosage, c'est d'essayer de discerner les situations selon la cotation de la douleur. Donc pour des douleurs vraiment légères, on peut tout à fait avoir recours aux antalgiques de palier 1, donc c'est le paracétamol et les anti-inflammatoires non stéroïdiens type ibuprofène. Je rappelle d'ailleurs que l'ibuprofène, beaucoup de familles le présentent comme un antipyrétique, mais moi en médecine générale, je me bats beaucoup contre cette idée parce que c'est quand même d'abord un anti-inflammatoire non stéroïdien et c'est pas d'abord un antipyrétique. Donc on peut tout à fait l'utiliser dans ce cadre-là. Si ça n'est pas suffisant, on peut, si on a affaire à des douleurs liées aux soins, utiliser les anesthésiques type lidocaïne pour toute douleur liée aux soins. Si on a affaire à une douleur modérée, donc entre 4 et 6, enfin de 4 à 6, on peut là aussi donc, utiliser le paracétamol. Le néphopane, c'est-à-dire donc l'acupant, peut être effectivement d'un grand secours. Et puis, on peut, pour la buprenorphine, à ce moment-là, essayer de jouer sur le rôle antalgique de la buprenorphine et fractionner la prise de buprenorphine pour pouvoir avoir une action antalgique. Mais là, on est pour des douleurs de 4 à 6. En revanche, pour des douleurs sévères, donc supérieures ou égales à 7, là, la buprenorphine au dosage ne sera plus efficace, selon les études. Et donc, il est conseillé d'arrêter temporairement la buprenorphine au dosage et de proposer, mais avec un délai de 24 heures d'intervalle, de proposer donc un opioïde de palier 3 pour pouvoir soulager la douleur avec donc soit un opioïde à libération immédiate, soit un opioïde de plus longue durée d'action si on veut avoir un niveau de base qui soulage le patient, qui fasse qu'il n'y ait pas de pic douloureux. Et puis on peut aussi, certaines équipes l'ont proposé, passer directement, faire un transfert de la buprenorphine au dosage vers la méthadone, pour avoir à la fois la visée substitutive et antalgique. Il y a des équipes qui l'ont fait. Concernant la méthadone,
ce qu'il propose, d'accord, ça va être bon. Concernant la méthadone, on a là la possibilité, puisqu'on n'a pas le problème pharmacologique de l'effet antagoniste. Donc on peut tout à fait associer des antalgiques de palier 3. Donc bien évidemment, la stratégie qui consiste à utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le paracétamol est toujours valable, mais on peut avoir besoin d'antalgiques de palier 3. Là aussi, selon l'intensité de la douleur, donc ça a été bien décrit par Pascal Joly, qui est anesthésiste à l'hôpital de Montfermeil, dans un flyer précédent. Et finalement, elle propose 2 stratégies. Alors, la première qui jouerait finalement sur l'effet antalgique de la méthadone, puisque vous savez qu'aux États-Unis, la méthadone est beaucoup prescrite pour l'analgésie, donc pour traiter la douleur. Donc l'idée, c'est qu'on partirait finalement du niveau de base, de la posologie de base du patient pour la substitution. Donc là, vous voyez sur le schéma, on l'a mis volontairement à 62 mg, non pas qu'il serait interdit de donner plus, mais c'est parce que c'est la dose moyenne qui est prescrite en France, qui est certainement une posologie basse, mais donc de manière empirique, comme ça on est parti de la dose moyenne, et l'idée serait à ce moment-là qu'on puisse fractionner la prise de méthadone pour pouvoir couvrir le traitement de la douleur, avoir un traitement efficace sur toute la journée, et on répartirait comme ça en 3 fois. Et donc, on pourrait augmenter la posologie de méthadone en jouant sur les différentes prises. Ah oui, c'est vrai que j'étais un petit peu égoïste parce que je ne vous ai pas montré la diapo. Voilà, ça c'était la première. Et ça c'est celle que j'étais en train de commenter. Donc c'est la répartition. Vous voyez, on était parti de 62 et quelques. Et là, avec la répartition, et donc là, ça donne la possibilité d'augmenter, donc par exemple de 5 mg le matin, éventuellement 5 mg le soir. Bon, le clinicien après peut adapter l'augmentation en fonction de la douleur du patient, qu'il faudra réévaluer chaque jour, et même à différents moments de la journée. Voilà, donc ça c'est la première stratégie. La seconde, c'est de se dire que finalement, on va différencier les choses et on va garder le traitement de substitution à sa posologie de base, mais on va ajouter un opioïde de niveau 3. Et en fait, c'est ce que fait quand même beaucoup Pascal Joly. Et ouais, alors tout d'un coup, c'est passé, non ça va dans la diapo, c'était corrigé parce que sur mon papier, c'était passé au masculin, mais c'est bien une dame qui va proposer donc en fait d'adjoindre de la morphine, donc soit à libération immédiate, soit de la morphine à libération prolongée pour pouvoir maintenir l'antalgie comme ça sur tout le nictémère. Diapo suivante. Voilà, donc ça c'est un schéma, donc c'est évidemment pas la Bible, hein. C'est le résultat de propositions qui sont faites par des anesthésistes, donc des gens qui connaissent bien la douleur. Et c'est vrai qu'on a tout intérêt, et ça fait partie d'ailleurs de la conclusion, surtout à l'hôpital, de se rapprocher de ces équipes, parce que l'algologie et la dictologie, je pense qu'on a beaucoup à s'apprendre mutuellement. La prise en charge de la douleur chez un patient dépendant des opiacés, c'est quand même quelque chose de complexe. Donc il faut mutualiser les connaissances et les compétences entre les équipes de la douleur et les équipes d'addictologie. Donc ça, c'est quand même un gros boulot. Alors souvent dans les hôpitaux, les ELSA le font parce qu'elles sont par définition à la frontière de plusieurs services et plusieurs équipes, mais c'est vraiment la clé. Et l'important, c'est d'avoir en tête qu'il est nécessaire et même indispensable de prendre en charge la douleur de manière correcte chez un patient qui bénéficie de traitement de substitution aux opiacés, que la prise en charge aujourd'hui n'est pas toujours optimale, soit en raison des idées reçues dont j'ai parlé, soit en raison d'une insuffisance de formation. Et donc, il y a vraiment beaucoup à travailler pour échanger les expériences, parce que les choses sont beaucoup en mouvement. Sinon, on aura des risques de rupture de suivi, des risques de rechute, et donc c'est à chaque fois le patient qui va payer le prix fort. Alors, nous, je terminerai là-dessus, on a beaucoup discuté de ça ces derniers temps sur le Yahoo Group MG Addiction. J'invite d'ailleurs, s'il y a des médecins généralistes dans la salle qui ne participent pas à ce groupe et qui sont intéressés, de nous donner leurs coordonnées mail, de manière à y participer, parce que c'est vraiment ouvert à tous les praticiens. Et on a eu comme ça, ces derniers jours-là, une demande de recueil de données concernant le fentanyl, parce qu'on sentait bien qu'il y avait un peu une tendance à la hausse de situation clinique chez les médecins généralistes. Et ça va faire l'objet d'une présentation au prochain THS.
Il y a donc Bruno Journe du groupe MG Addiction qui va présenter un poster. Et dans l'atelier du jeudi après-midi que j'anime sur le premier recours, Bruno présentera quelques situations cliniques autour de dépendance au fentanyl. Voilà, je vous remercie de votre attention et je pense que...